séropositif, ces mots vous en avez déjà forcément entendu parler dans les médias ou autour de vous. Eh bien, c'est peut-être parce que le sida, syndrome d'immunodéficience acquise, est considéré comme une pandémie globale, c'est-à-dire qu'elle touche un maximum de personnes dans de vastes zones géographiques. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons réalisé un reportage et nous avons fait appel à des médecins spécialisés. Aujourd'hui, environ 7400 personnes sont chaque jour touchées par le sida, partout dans le monde. Le sida, c'est 8000 morts par jour dans le monde. 73% des séropositifs sont des hommes. 27% sont des femmes. 120 000 personnes en France sont séropositives sans le savoir. Environ toutes les 10 secondes, une personne séropositive meurt. Plus de 30 millions de personnes sont déjà décédées des suites du sida. Et plus de 65% des personnes touchées par le VIH vivent en Afrique, au sud du Sahara. Le sida. Avant tout, il faut savoir c'est quoi la différence entre le sida et le VIH. Le VIH, c'est un virus. Un virus est une particule très minuscule, mais qui est très résistante. Ça veut dire qu'elle est difficile à détruire. Le sida est la dernière étape du développement du VIH, du virus. Le sida est une maladie très contagieuse, ça veut dire qu'elle peut être transmise par voie sexuelle ou par voie sanguine. Le sida est l'abréviation de syndrome d'immunodéficience acquise. Cette maladie, elle n'est pas héréditaire, ça veut dire qu'elle ne peut pas être transmise de génération en génération. Le sida est provoqué par le VIH. Le VIH est l'abréviation de virus d'immunodéficience humaine. Lorsqu'une personne est atteinte du virus, elle devient très faible. Pourquoi? Parce que le virus, il attaque le système de défense du corps humain. Ainsi, le corps humain n'est plus capable de combattre des maladies. Les globules blancs qui sont produits dans les os sont un composant majeur du système immunitaire de l'organisme. Lorsqu'un organisme infectieux tel qu'un virus ou une bactérie pénètre dans le corps, les globules blancs sont la première ligne de défense afin de détruire l'organisme envahisseur. Une infection provoquée par certains organismes peut toutefois avoir des effets sérieux sur le système immunitaire. Le sida, ou syndrome d'immunodéficience acquise, est le stade ultime d'une infection par le virus de l'immunodéficience humaine, VIH. Ce virus se fixe à la surface de globules blancs spécifiques dénommés lymphocytes T, et il est de ce fait capable de se reproduire et de perpétuer la production du virus. Au fur et à mesure que le nombre de lymphocytes T infectés par le VIH augmente, le système immunitaire de l'organisme se fragilise. En conséquence, si un autre organisme étranger pénètre dans le corps, les globules sont incapables de combattre la nouvelle infection et il peut s'ensuivre une maladie grave. Nous allons parler des différentes phases après la contamination par le VIH, le virus d'immunodéficience humaine. Donc la première phase, c'est ce qu'on appelle le stade 1, primo-infection et phase de latence. Cette phase se caractérise par l'apparition fréquente de symptômes similaires à ceux d'un refroidissement ou d'une grippe légère. Souvent, les personnes touchées ou même les médecins ne remarquent pas ces symptômes ou ne font pas le lien avec une possible contamination par le VIH. Les premiers signes de la maladie disparaissent spontanément après quelques semaines car le système immunitaire réagit à l'agression des virus. L'infection par le VIH évolue alors sans qu'on ne la remarque. Stade 2. Phase de symptômes généraux. En raison de sa sollicitation constante, le système immunitaire s'affaiblit toujours davantage jusqu'à ne plus arriver à se défendre contre tous les agents pathogènes. L'organisme commence à montrer plus fréquemment des signes de déficience immunitaire. Il peut s'agir de maladies de la peau, de gonflements permanents, de ganglions lymphatiques, de fortes sueurs nocturnes, etc. Stade 3. Le sida. À ce stade, le système immunitaire est tellement affaibli qu'il ne peut plus empêcher l'apparition de maladies graves, voire mortelles. On parle de sida. L'éventail de ces maladies dites révélatrices de sida est vaste. Le virus du sida est présent dans tous les liquides biologiques de l'organisme des personnes séropositives.
Mais tous les liquides du corps humain n'ont pas le même pouvoir contaminant. Le virus est en quantité trop faible dans la salive, la sueur, les larmes, les vomissures ou l'urine pour être contaminant. Par contre, le sang, le sperme, le liquide séminal, liquide transparent qui s'écoule au début de l'érection, les sécrétions vaginales, le lait maternel peuvent transmettre l'infection par le VIH. Il existe 3 modes de transmission. Transmission par le sperme, les sécrétions vaginales, le liquide séminal, pénétration vaginale et anale sans préservatif, fellation. Transmission par le sang, plaie ouverte, partage de seringues, sans des règles. Et enfin, la transmission de la mère à l'enfant, grossesse, accouchement ou encore l'allaitement. Maintenant, nous allons voir les différents symptômes de contamination. Alors, tout d'abord, lorsqu'une personne est contaminée, il y a des symptômes qui apparaissent, voire 8 jours plus tard ou 3 à 4 semaines plus tard. Ces symptômes ne sont pas obligatoires, tout dépend de la personne. Les différents symptômes qui peuvent apparaître sont une fièvre supérieure à 35 degrés, des ganglions ou une grosse angine. On appelle cela un syndrome de pseudo-grippal. Dans certains cas, les malades peuvent avoir des maux de tête, des maux de ventre, des diarrhées ou des plaques rouges qui peuvent apparaître sur leur corps. Et dans d'autres cas un peu plus graves et un peu plus rares, les malades peuvent être atteints de problèmes neurologiques. Ça veut dire qu'ils peuvent être paralysés facialement. Se contractant en même temps sont des signes évocateurs d'une primo-infection par le VIH. Alors, lorsque vous voyez que ces symptômes apparaissent sur votre corps, la meilleure chose à faire est de faire un test de dépistage dans un centre spécialisé ou dans un hôpital. Le test de dépistage mesure la présence d'anticorps spécifiques produits par notre organisme en réponse à la présence du virus dans notre corps ou les antigènes portés par le virus VIH. Il constitue un acte volontaire. Un test négatif 3 mois après la dernière prise de risque signifie que l'on est séronégatif. Si le test est positif, on est porteur du virus et on peut le transmettre. Le test de dépistage est un prélèvement sanguin. Il est remboursé à 100% par la sécurité sociale lorsqu'il est effectué dans un laboratoire d'analyse médicale, ou gratuit et anonyme lorsqu'il est effectué dans un centre de dépistage. Il peut être réalisé suite à une prise de risque ou simplement pour faire le point avec son ou sa partenaire. Être séropositif au VIH signifie que l'on a retrouvé dans le sang des anticorps spécifiques au virus du sida. En dehors du contexte du sida, séropositif signifie que le système immunitaire a fabriqué des anticorps spécifiques contre des virus ou des microbes qui ont agressé l'organisme. Alors, après avoir défini le sida et vu les différents symptômes de contamination, maintenant nous allons voir les différents traitements. Malheureusement, il n'existe pas un traitement spécial pour détruire le sida, mais il existe des traitements qui ont pour rôle d'arrêter l'évolution de la maladie dans notre corps et d'arrêter et de maintenir l'équilibre entre la présence du virus dans notre corps et le système de défense du corps humain. Ces traitements sont à base d'antiviraux, ils sont très lourds, ils entraînent des effets secondaires comme une très grande fatigue, de fortes nausées et des diarrhées. Ces traitements doivent être régulièrement réajustés par des médecins en fonction de l'évolution de la maladie. Mode de protection. Le préservatif. L'utilisation du préservatif masculin ou féminin reste un moyen efficace, accessible et répandu pour se protéger du VIH. Matériel propre en cas d'injection ou de sniff. Ne pas partager le nécessaire de toilette qui peut être en contact avec du sang. Rasoir, brosse à dents, coupe-ongles. Les femmes enceintes séropositives doivent prendre un traitement spécifique pour réduire fortement, à moins de 2%, le risque de transmission du VIH à leur enfant. Merci au Dr Mikou ainsi qu'au Dr Soulami Senhachi de leurs explications. J'aimerais maintenant vous lire un témoignage d'un jeune garçon atteint de cette maladie mortelle que représente le sida. Florent, le garçon en question, est devenu séropositif à la fin de l'année dernière. Pendant qu'il attendait le résultat de ses tests de dépistage, il a téléphoné plusieurs fois à SIDA Info service et il nous a écrit.
Ce témoignage sur l'attente et la découverte de la séropositivité, Florent nous a autorisé à le publier sur le blog SIDA Info. Nous vous invitons, chers téléspectateurs, à réagir à ce témoignage avec le hashtag LCI contre le sida qui s'affiche en bas de votre écran. Âgé qu'en dormant, je me couche à 8h du soir dès que le récré et les remords pèsent trop. À mes parents, j'ai réussi à leur faire croire que j'avais une angine carabinée et que je préférais rester seule. J'attends encore quelques résultats, celui de mardi et celui du lundi 20 décembre, à 1 mois de la prise de risque. Même si SIDA Info Service m'a rappelé que seul le test du Western blot était significatif, qu'il permettait réellement de savoir si une personne était séropositive, je n'y crois pas. Je me sens contaminée et je me sens perdue. Tous mes projets tombent à l'eau. Acheter un appart, passer une retraite bien méritée, être léger à Noël. J'entends sans arrêt des petites voix intérieures, mais une capote, fait chier, ça va tout couper. Une copine vit le lendemain, t'es sûre de ce partenaire, va aux urgences. J'étais allée une fois quand une capote avait craqué, j'en avais bavé avec le traitement, mais là j'en bave 1000 fois plus. De ne pas l'avoir pris. Et cette image de ce mec qui m'a peut-être contaminée, est-ce que je n'aurais pas dû prendre conscience du risque? J'en suis con à en pleurer, à prendre des somnifères et des anxiolytiques dès que j'ouvre un œil. J'ai du mal à m'affronter, à affronter ma nouvelle vie, à affronter ce que l'avenir me réserve, ça me pétrifie. Je sais que je vais devoir relever la tête, je n'ai plus rien pris depuis 6h du matin, je me cogne plus au meuble, je n'ai plus sommeil et je trouve de mieux en mieux les touches du clavier pour écrire. Dieu merci, on n'est pas seul. J'imagine ceux et celles qui ont vécu cet enfer il y a 25 ou 30 ans. J'ai 3 amis proches à qui je peux en parler, mais j'ai surtout SIDA Info Service. Je les aime de me soutenir pendant toute cette dure épreuve. Grâce à eux, je peux combattre, affronter, lutter jusqu'au dernier verdict. Sans oublier cet espoir qui, je le reconnais, est bien minime, dérisoire. Le résultat du Western blot qui pourrait être négatif alors que l'ELISA et l'antigénémie P24 ont été positifs avec 17 jours de la prise de risque. Mais c'est parfois ce petit espoir auquel on ne croit pas vraiment qui nous fait prendre qu'un seul anxiolytique plutôt que 2. Il y a aussi la dame du laboratoire d'analyse médicale qui a vu mon visage, mes résultats et m'a pris à part. M'a écouté pleurer, m'a tout expliqué en ne niant pas la réalité, a su me rassurer sur ma vie à venir. Oui madame, oui, mais je sais que 5 minutes de conneries, 48 heures d'insouciance et de confiance idiote m'ont amené à une vie en suspense. Tout en écrivant ça, je pleure comme vous pouvez vous en douter. Je m'en veux, je m'en veux, je m'en veux. Je lui en veux aussi à ce mec, mais moins que je m'en veux. Il m'a appelé, je ne veux plus de contact avec lui. Je me disais qu'étant active, je ne prenais quasiment pas de risque, que c'était plus pour lui et que moi, j'étais négatif. Je l'étais effectivement. Je me disais une fois, bon, t'auras vraiment pas de bol. Mais une fois suffit, je me rattache à SIDA Info Service et au test du Western blot à venir mardi. Je me rattache beaucoup au docteur rencontré à l'hôpital, mais je redoute. Je redoute mon état de santé en cours, je veux poursuivre mon travail, j'aime ce que je fais. Je redoute la réaction de mes parents, je ne veux pas les affoler, les accabler, les inquiéter et je redoute les jugements, leurs jugements surtout. Vous qui recevez cet email, vous faites partie des rares amis ou professionnels à qui j'ai pu en parler. C'est grâce à vous que je peux tenir encore un jour de plus et certainement grâce à vous que j'affronterai les suivants. Merci, Flo. Avant de nous quitter, j'aimerais conclure en quelques phrases. Le sida est, comme je le répète, une maladie mortelle, une maladie grave qui touche aujourd'hui de plus en plus de personnes dans le monde. On note près de 8000 morts par jour, plus de 28 millions de morts depuis 1981 et 7400 nouveaux cas par jour, dont 1000 cas chez les femmes et les enfants de moins de 15 ans. C'est pourquoi on doit bien suivre les méthodes de prévention à notre disposition pour ne pas être victime de cette maladie. Dans le même sens, nous devons respecter les personnes victimes de cette maladie et les aider à continuer à vivre une vie normale. Nous sommes fiers aujourd'hui de voir de plus en plus d'initiatives dans cette direction, notamment l'instauration de la Journée mondiale contre le sida, des nombreuses associations telles que SIDAction ou encore des points d'écoute tels que SIDA Info. De plus, une sensibilisation se fait dans les établissements depuis le plus jeune âge. Restons forts, restons solidaires, battons-nous contre le sida. On se retrouve demain, même heure, même endroit.